to be subtracted from the end of the afternoon, no doubt. OK. Il y a quelqu'un qui a laissé une paire de lunettes quelque part? Margaret s'est chargée de la carte pour le restaurant ce soir. Vous sortez de l'hôtel à travers le stationnement. Vous tournez à droite quand vous arrivez à la maison du chef Nicolas Vincent et vous continuez. C'est une rue principale par la suite. Un petit peu à gauche, un croche vers la gauche et vous y arrivez. Alors, on va tous se suivre, je crois. Alors, c'est ça, c'est à 18 heures qu'il faut être là. Oui. OK. Alors, le prochain axe, c'est celui sur la gouvernance de la conservation, les aires protégées et les questions qui s'y rattachent. Bon après-midi à toutes et à tous. Voilà, nous sommes arrivés à notre nap siesta time, notre temps pour la siesta. Dormir, j'espère pouvoir vous réveiller. Je vais vous faire une présentation en espagnol. Et Tora Herman, Monica également, je vais vous les présenter. Nous avons coordonné ensemble cet axe où travaillent beaucoup de chercheurs, des académiciens, des professeurs et différents représentants des peuples autochtones qui sont ici présents ou pas, bien sûr. Le thème qui nous intéresse, c'est celui de la conservation communautaire, la gestion écologique et la gouvernance pour la conservation. Alors, certaines réflexions auparavant pour présenter ce que je vais vous dire. Premier thème, le concept de la conservation. C'est un concept qui nous fait penser à une perspective occidentale. Il y a la conservation imposée, mais il est important pour nous d'affirmer à nouveau quelque chose qui a été mentionné par la rapporteure spéciale des Nations unies sur le droit des peuples autochtones. Lors de son rapport sur les aires protégées des peuples autochtones, c'est le rapport des Nations unies du rapporteur, 80 de la biodiversité de la planète, selon ce rapport, se trouve sur 20 des terres autochtones. C'est-à-dire que 80 des ressources du monde se trouvent sur 20 des terres occupées par les peuples autochtones. Donc, on a parlé de ça l'an dernier et cela vous montre comment la conservation, même si elle n'est pas nommée des fois, elle est développée dans le pratico-pratique. C'est quelque chose qui est mis en œuvre par les peuples autochtones. Ces derniers ont été déplacés à cause de cette conservation imposée, obligée. On l'a vu dans le cas de l'Australie, du Kenya, dans l'Amérique latine. Et ces initiatives de conservation autochtones ne sont pas reconnues. Il y a des changements de paradigme au niveau de la conservation. Ces changements a trait à l'axe de la gouvernance. UICN a développé un concept beaucoup plus grand de gouvernance qui inclut la gouvernance de l'État, des communautés rurales et des peuples autochtones et du privé. L'idée, c'est de savoir qui doit prendre les décisions, qui est responsable de quoi lorsqu'il s'agit de faire quelque chose sur un territoire, sur une terre donnée. Une observation maintenant. Essentiellement, nous allons parler de nos expériences, là où nous avons travaillé, et nous allons nous référer à d'autres expériences, des expériences de certains collègues ici présents, et il y en a d'autres qui ne sont pas présents, bien sûr, et tout ça fait partie
du travail dans le réseau. Finalement, les initiatives qui vont être présentées sont toutes des initiatives qui s'inspirent du concept même de la recherche et de l'action. C'est déterminé par un agenda partagé de collaboration. Il y a des organisations de peuples autochtones, dans la majeure partie des cas, qui ont besoin d'appui pour leur stratégie, afin d'exercer la gouvernance sur leurs terres. Alors que l'on reconnaisse ou non les aires comme étant protégées. Maintenant, c'était mon introduction. Les concepts principaux qui nous animent, qui nous servent d'orientation, de guide. Il y a différentes ontologies possibles relativement à la nature des choses, le contrôle, la gouvernance, le concept de éco-gestion, conservation communautaire, connaissances traditionnelles liées à cette conservation communautaire. Bien sûr, les titres de territoire. Et on retrouve également un chevauchement avec les thèmes que l'on a vus ce matin et les thèmes que l'on va voir un peu plus tard. Par exemple, la propriété des terres, extraction des ressources naturelles, etc. Connaissances autochtones traditionnelles. Dans la pratique, c'est difficile de séparer ces thèmes. Ces thèmes font un dans la vision holistique, n'est-ce pas? Les projets qui sont associés, vous avez là à l'écran le dialogue de durabilité pour le Canada. Les différents documents ont été présentés du Mexique. Évaluation environnementale, impacts sociaux des mines, le territoire CRI, Nunavut, Nunavik, convergence autochtone, la question des fleuves, des rivières en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada, comment on répare ces aires, justice sociale, droit relativement aux ressources, hybridité, on en a parlé ce matin, et les initiatives relativement aux aires protégées. Le concept de stewardship ou d'intendance qu'il est difficile de traduire dans un contexte plus vaste. Cette petite équipe s'est impliquée dans plusieurs initiatives et on va en parler maintenant. Alors, une des initiatives, c'est celle que j'ai abordée. D'abord, je devais accompagner un ensemble d'associations des peuples autochtones pour le processus de surveillance et de lobbying pour faire pression pour qu'un projet de loi sur les aires protégées et la biodiversité au Chili puisse inclure des dimensions qui n'étaient pas incluses. C'est un projet présenté en 2014, un projet de loi qui excluait délibérément le mot « indigena », le mot « autochtone », pour éviter qu'il n'y ait l'octroi d'un droit aux Autochtones, un droit de consultation. La biodiversité qui était proposée n'incluait aucune mention des connaissances ancestrales, des visions ancestrales. Les aires protégées étaient de l'État. C'était une conversation privée. Et c'est ça qui arrive dans beaucoup de contextes du Sud. Et on niait, par ces concepts, le droit des communautés locales, des peuples autochtones. Alors, ce qui a été fait conjointement avec le consortium ICA, au Cône Sud, qui se compose d'organisations de peuples autochtones et d'organisations non gouvernementales, c'était de développer un processus de socialisation de ce projet de loi et d'élaboration de propositions qui pouvaient émaner de ces mêmes peuples autochtones qui faisaient les frais de ces politiques de l'État ou qui développaient des aires de protection non reconnues par le gouvernement, des aires protégées. On a vu dans l'ancienne diapo, la dernière diapo, les aires protégées dans le territoire mapuche. Jorge Nahuel en a parlé. Il y a eu des réunions, des ateliers à Rapa Nui où vivent les Rapa Nui d'origine maori en Polynésie. Et prochain point, tout cela a résulté en une invitation au Congrès national
ainsi qu'au comité exécutif afin qu'ils incluent la réalité communautaire autochtone, ce qui a mené à deux processus. Premièrement, un projet, c'est que le Congrès puisse inclure la perspective communautaire autochtone, une notion même de biodiversité qui est liée avec la Convention sur la biodiversité. On parle de restituer les aires protégées de l'État telles qu'elles ont été délimitées sans le consentement des peuples autochtones. Une consultation pour la création de nouvelles aires protégées et la reconnaissance des ICA, les aires communautaires ou autochtones, pour la conservation, un nouveau modèle de conservation pour les aires protégées. Alors, le comité exécutif devait donc en appeler d'un processus de consultation auprès des peuples autochtones pour le deuxième trimestre de cette année afin d'inclure la perspective autochtone dans ce projet. D'autres initiatives qui sont reliées, bien sûr, j'ai participé à cette composante. Je vais vous parler donc d'autres initiatives de recherche pour cet axe, des initiatives reliées au travail de plusieurs personnes ici présentes, un impact au niveau de l'impact sur les droits de la personne, une évaluation de l'action des actions minières sur le territoire d'Iagita au nord du Chili, ce qui a été déclaré comme une ICCA, une ICA. C'est une analyse sur le consortium MICA. Il y avait une situation de menace contre les défenseurs des ICA. Des leaders communautaires du Nicaragua, du Chili, du Pérou, étaient impliqués dans plusieurs contextes semblables. C'est une étude qui a eu lieu après l'assassinat de Tacaceres au Honduras. Alors, ils sont assassinés, ces leaders, parce qu'ils défendent leur territoire. Et finalement participé au rapport du rapporteur des Nations unies. On est arrivé avec un palmarès et des diagnostics sur chaque pays, sur les droits de la personne, la situation qui a trait à la consommation également. Et donc, je vais céder le micro maintenant à ma camarade. On va au Canada et un des types spéciaux de ICCA, c'est des sites sacrés, spirituellement importants, et je travaille sur plusieurs projets avec les communautés des Autochtones dans le nord du Canada, dans le nord du Québec, pour reconnaître les endroits spirituellement importants et les sites sacrés dans l'établissement d'aires protégées. Alors, je partagerai avec vous deux exemples. Un, c'est le nord du Québec. Le Canada, c'est adhère aux cibles de Haïti et augmenter les aires protégées marines et terrestres considérablement. Alors, il y a beaucoup de nouveaux projets qui sont mis sur pied pour établir de nouvelles aires protégées, de nouveaux parcs nationaux. Et un, c'est le parc national Courjoac. Ça a commencé il y a quelques années déjà. L'établissement de ce parc, c'est aujourd'hui en existence. Ça a été créé, mais à l'époque, quand il parlait de comment établir le parc, il y avait un site très spécifique dans ce parc qui est spirituellement très important. C'est un site sacré pour les Naskapi. Et c'est un site qui s'appelle la Maison des Caribous Atikwe. Et c'est les caribous et l'esprit du caribou retourne au paradis du caribou une fois que l'on tue le caribou et un nouveau caribou sort de là. Et c'est un site qu'il faut maintenir cette ressource pour le Naskapi qui est le caribou. Alors, quelques chiffres, on a un déclin très dramatique de caribou dans le nord du Québec.
Alors, ce qui est arrivé à l'époque, c'est que le gouvernement du Québec a fait un plan pour zoner le nouveau parc national et ce plan n'a pas reconnu du tout les aires spirituelles importants dans le secteur. Et donc, le Naskapi, la nation était très préoccupée par ça et les aînés se sont rassemblés pour pouvoir recenser les légendes et les histoires qu'on raconte sur le paradis des caribous, le Caribou Heaven. Et il y a beaucoup d'histoires autour de cet endroit. Certains parlent de gens qui voudraient aller à ce site sacré et de voir parce qu'ils ne peuvent pas y aller parce que l'esprit du maître caribou est tellement puissant que quand on arrive près de là, à 160 km environ, on va mourir littéralement parce qu'on ne peut pas traverser. Il y a d'autres variations de cette légende qui parlent de gens qui chassent et ils ont vu beaucoup de points blancs sur la montagne et quand ils s'approchent, ils voient la maison et plusieurs caribous qui entrent et qui sortent de là. Alors, il y a beaucoup de différentes légendes et les gens ont enregistré ça, ont conservé ça pour prouver que c'est un site très important pour la culture de la nation Naskapi. Ça guide le comportement de chasse des Naskapi parce que ça enseigne, nous montre à respecter le caribou et à respecter la nature. Cependant, seulement le guide spirituel peut aller sur ce site à travers le tambour et c'est là qu'on peut atteindre le maître des caribous, mais on ne peut pas y aller physiquement. Alors, c'était très difficile pour la nation Naskapi de prouver au gouvernement du Québec que ce site existe en réalité. Alors, on a fait beaucoup de recherches archéologiques et on regardait les archives et pour avoir du matériel tangible parce que c'est encore un défi. Le gouvernement n'écoute pas les choses qui sont intangibles. Ils veulent que tout soit sur papier, tout soit très clairement défini. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un hélicoptère pour survoler le site parce qu'on ne peut pas y aller autrement. Alors, de faire un survol du site et la situer sur une carte et avec les instruments juridiques que l'on a dans les ICCA et José a mentionné, la nation Naskapi a demandé que ce site qu'ils appellent le paradis du caribou, Caribou Heaven, serait désigné un aire sacré et que les aînés du Naskapi, les aînés Naskapi devraient faire partie du comité qui gère le parc en tout temps et que les légendes qui réfèrent à ce site seraient inclus dans les matériaux éducationnels et dans le parc lui-même. Alors, c'est arrivé et aujourd'hui, ce site est désigné pas comme un site sacré parce qu'on n'a pas cette catégorie dans la loi au Québec, mais comme aire de protection extrême. C'est la limite de ce que le gouvernement peut faire et la légende est inclue dans le parc en permanence, dans le centre d'interprétation et les Naskapi ont préparé un CD qui contient les différentes variations des légendes pour enseigner et sensibiliser les gens là-dessus. Alors ça, c'est arrivé. Et un autre cas, c'est le groupe Upashkus, c'est des intendants de sites sacrés Innu. Ils sont là depuis 2 ans. Ils font l'inventaire de sites sacrés et ils essayent de faire reconnaître ces sites officiellement ici au Québec. Et ils le font avec la cartographie, en ayant des entretiens avec les gens, des interviews et d'enregistrer tout ce qui est lié au site, tous les récits, les légendes. Et ils ont fait un livre électronique pour informer les jeunes sur les sites sacrés et aussi informer le public sur l'importance spirituelle des sites pour eux. Alors, c'est une ébauche que je vous présente. On travaille encore sur cet outil éducationnel multimédia, mais c'est... alors, on cartographie beaucoup de ces sites
Et à mesure que vous regardez le e-book, vous allez voir que tous les sites sont présentés avec une explication. On a des vidéos qui incorporent les gens qui partagent leur histoire. On a de l'art et une autre vidéo. Ça, c'est un site très particulier où les gens vont en canot en amont et quand les eaux se séparent, ils mettent leur perche dans ce secteur et ils continuent le long de la rivière par la suite. Alors, c'est un bon outil qu'on a trouvé et un de ces sites est maintenant en processus d'être reconnu sous la loi sur les sites héritage, les sites protégés canadiens. Ça, c'est Mouche-Wanepi. C'est un site historique. Ça a été reconnu par la loi. On fait beaucoup de travail à CCU sur ces sites. Alors, je reviens à mes diapos. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a une réunion internationale à Puhai, en Finlande, en Sapmi, où les intendants du site sacré, les intendants de partout dans les régions nordiques se sont rassemblés. Il y a un énoncé qui a été produit, un texte qui a été produit qui va aller au Congrès mondial ICN à Hawaï cette année. On a fait un atelier sur les droits des peuples autochtones des Premières Nations sur protéger les aires sacrées. On a travaillé sur un rapport, établir des directives sur comment protéger les sites sacrés en Arctique. Ils travaillent ensemble sur un livre qui détaille les différentes expériences des peuples de l'Arctique. José a mentionné l'importance de reconnaissance légale des sites sacrés, une expérience que j'aimerais partager avec vous. Fina Warsis, c'est un Mrs. Sami et c'est des directives volontaires que l'on a appliquées. Ce sont des directives qui demandent au gouvernement de faire une étude d'impact si on a un projet qui touche les sites sacrés. Alors, ce n'est pas les premiers à mettre en œuvre ces directives en établissant des critères sur comment protéger ces sites des impacts des projets sur ces sites et sur la nature autour. Le cas que j'aimerais mentionner brièvement, c'est un exemple d'un groupe des Premières Nations qui utilisent les aires de protection pour renforcer leur autorité et leur contrôle sur leur territoire traditionnel. Le cas vient de la baie James, la nation Cri de Wimanji et les membres Sekana ici. Plusieurs d'entre vous sont impliqués dans ce projet depuis plusieurs années, mais c'est un cas intéressant parce qu'ici, on a un cas où une communauté autochtone satisfait les critères pour l'établissement de ces ICCA. C'est du territoire qui est utilisé, gouverné et qui est propriété des Cris depuis des générations. Mais dans ce cas-ci, une motivation principale pour établir cette aire protégée, c'était le désir de limiter, de contrôler et prévenir dans certaines parties du territoire le développement large, les gros développements imposés de l'extérieur et les SEC n'ont pas la force légale pour faire ça. Donc, on a un cas maintenant où une communauté autochtone utilise une aire désignée par l'État protégée et partager la gouvernance pour une partie du territoire qu'ils ont décidé ne sera pas disponible pour le développement, alors que d'autres parties du territoire demeureraient ouvertes au développement. Et en plus de ça, on voit à travers la baie James au OHT ces aires protégées qui sont établies, mais dans le contexte d'une stratégie plus large régionale, CRI à la réponse de certains secteurs qui tombent à l'extérieur des aires protégées, la responsabilité des CRI envers ces secteurs aussi.
Alors, au début des années 2000, il y a beaucoup de préoccupations, particulièrement pour la communauté de Wemengee, à cause du développement et du développement accéléré. Ils ont commencé une conversation avec Colin et d'autres sur la formation de partenaires de recherche, comme on a avec CECADA, pour travailler avec la communauté pour établir les termes pour les aires protégées. C'était mené par la communauté avec une méthodologie collaborative. On n'ira pas dans les détails, mais un des points principaux, c'est qu'il y aurait des résultats importants. Ça résulterait en quelque chose de très tangible et ça a résulté en certains secteurs protégés. Alors voici le cas des chercheurs qui produisent des livres et pas juste du matériel académique, mais travailler aussi dans la communauté. On a eu du succès à mettre en place des aires protégées. Et à travers la conversation, un nombre de principes directeurs ont été établis pour ces aires protégées. Et je n'entrerai pas dans le détail là-dessus, sauf que je veux mentionner qu'ils sont liés à des institutions de connaissance et de gestion du territoire. Et c'est des organisations qui protégeraient le territoire et limiter le développement. Alors, sa carte montre le territoire Wemengee. La partie en vert pâle, c'est là où on a mis en place une réserve de biodiversité. C'est une aire protégée par le provincial, mais ça a l'avantage de bloquer le développement. Et la partie orange que vous voyez, c'est des licences minières qui sont mises en place et la réserve biodiversité avait l'effet d'arrêter tout ça. Et donc, au début de la discussion qu'on a eue avec Wemengee, les gens de Wemengee, les attentes étaient que les aires protégées iraient jusqu'à la côte pour refléter les institutions et les pratiques CRI qui connectent la Terre et l'océan. Et à cause de la juridiction qui est fédérale, c'était pas possible. Au niveau des océans, on a maintenant commencer un processus sur lequel on va travailler pendant 10 ans, l'établissement d'une aire protégée dans les eaux au large du littoral qui aurait une tradition fédérale et celle qui est la plus convenable, c'est une aire marine nationale de conservation. C'est un gros secteur. C'est pas juste à côté de la côte, c'est une aire de plus de 20 000 km². On a entendu dans les semaines récentes que on passe maintenant à l'étape faisabilité, étude de faisabilité. La proposition a été soumise en 2009, mais au gouvernement fédéral, Parc Canada. En 2009, et on vient d'entendre depuis les dernières semaines qu'on est rendu à l'étape de la faisabilité. Et il y a quelques détails ici. Je voulais juste souligner que c'est un exemple intéressant qui suit le travail fait par José, le ICCA, comment les indigènes utilisent des serres protégées pour avancer leur projet. On voulait proposer des alternatives de travail en vue de l'avenir. On nous a demandé de regarder vers l'avenir. À partir des expériences que nous avons partagées, nous pensions que les thèmes centrales qui peuvent être proposés dans le cadre de l'initiative qui nous réunit ici, c'est le thème des différentes menaces. Les menaces qui pèsent sur les populations autochtones en matière de conservation, et conservation communautaire même. Maintenant, il y a les ICA, les ICCA, qui ont été reconnus, et ça doit être exploré, ce thème des menaces. Une des menaces importantes qui pèse, on l'a vu dans la présentation, ça a trait à la conservation de l'État, la conservation privée.
Et en lien avec les chercheurs, il y a ICA, le consortium qui a développé une recherche, mais il y a également une motion qui va être présentée devant le Congrès de l'UCN à Hawaï. Et nous pensons donc qu'un élément important, ce serait d'étudier, d'identifier cette position. Il y a une différence entre les aires protégées privées et publiques et les initiatives de conservation autochtones. Il y a beaucoup d'informations générales. Plus de 50% des aires protégées de l'État sont établies sur des terres autochtones. Alors, il y a beaucoup de pression pour créer de nouvelles aires protégées. Mais la menace croît aussi parallèlement. Alors, ce pourrait être là, nous croyons, une possible ligne directrice pour la recherche. Maintenant, une autre ligne conséquente avec ce que Danny nous disait ce matin, c'est le phénomène lié aux impacts des entreprises d'extraction sur les ICA. Il y avait les minières, bien sûr, on avait un débat là-dessus ce matin. Il y avait un débat entre les activités minières ancestrales, traditionnelles et celles industrielles. Bon, bien sûr. Il existe un phénomène global, mondial. Même le Canada sont des chefs de file en minière. 1500 projets miniers, je crois. Donc, c'est une menace canadienne sur des communautés qui veulent maintenir leur façon de vivre. Ils ont des plans de vie, ils ont une biodiversité, et ils veulent conserver leurs eaux. Et il y a des menaces qui pèsent sur ces communautés à cause de ces activités. Au mois d'octobre, il y aura une réunion du consortium ICA et de UNEP, United Nations Environmental Programme, le programme des Nations Unies sur l'environnement. Ils vont avoir un congrès donc sur les thèmes de l'extraction, entre autres, et donc ils vont explorer ce thème et d'autres lors de cet événement. Nous croyons également que le thème des cadres juridiques, encore une fois, il y a la discipline du droit qui devrait s'effectuer, mais la protection juridique, c'est important. Le statut juridique est l'appui pour les Autochtones. Qu'il y ait des incitatifs et des protections juridiques différenciées. C'est très différent. Il faudrait faire une cartographie de ces cadres juridiques, ce qui pourrait nous aider à voir qu'il y a des tendances positives menant au renforcement des applications. Eu égard à cela, les sites sacrés, qui ne sont pas considérés souvent comme des cas, mais souvent c'est même pas juste un territoire petit, mais c'est très spécifique. Ça peut être une montagne sacrée, une rivière sacrée. Donc l'État n'a aucun mécanisme pour protéger ces sites. Nous croyons également que ce serait important de faire une cartographie de ces sites sacrés pour s'assurer que les Autochtones puissent contrôler ce qui se fait sur ces sites sacrés. Un thème qui a été soulevé de façon significative lors de l'analyse conjointe que nous avons réalisée, mais également lors d'autres recherches, pas juste ce que nous avons fait, c'est ce qui a trait entre le lien entre la terre et la mer. Les États, les lois ne protègent pas nécessairement ce lien, le lien qui existe entre ces espaces terrestres et ces espaces maritimes. C'est l'espace intermaritime ou intermareal en espagnol. Il y a la situation des cris aussi, le parc Parque Marino. Et il y avait également le contexte scandinave. Je ne l'ai pas dit, mais Easter Island, Rapa Nui, par exemple en Polynésie, c'est un autre cas. On a déclaré qu'un des plus grands parcs maritimes du monde, en fait, ça a été déclaré, ça semble positif qu'on ait fait ce parc-là. Mais en fait, on n'a pas du tout consulté là-bas les communautés autochtones Rapa Nui. Donc, ça semblerait être une bonne nouvelle, mais il n'y a pas de consultation autochtone. Alors, ces communautés s'opposent à l'utilisation des ressources et de ces zones maritimes traditionnelles dont ils ont besoin. Et donc, voilà quelques idées qu'il nous faut explorer dans le cadre de continuité de notre initiative. Et donc, on aimerait entendre vos commentaires et vos questions, bien sûr, si nous avons le temps. Merci.
Oui, merci beaucoup pour vos présentations. J'ai trouvé que c'était fort intéressant. Yes, maybe in English, that would be easier. En anglais, ça pourrait être intéressant. Merci pour votre présentation, c'était très intéressant. J'ai été frappé par le deuxième point que vous avez fait, José, à la fin, qui disait que vous vouliez saisir une relation avec les compagnies minières et l'impact. Je l'aurais mis dans l'autre sens, parce que je pense que dans la plupart des cas, l'ICCA, et c'est un fait que la communauté veut recevoir une reconnaissance ICCA parce qu'il y a des problèmes avec la terre, etc. Donc, le ICCA est un genre de réaction à certaines menaces qui peuvent y exister. Donc, je pense que cette relation qui serait intéressant à prendre dans le deux sens pour penser à ce qui est une protection de genre international qui peut être utilisée par une population pour protéger leurs droits à la terre et de voir quelles sont les dynamiques entre la reconnaissance internationale de ce genre de protection et au niveau national. Parce que dans le cas où je travaille, c'est là où c'est rendu. Ils essaient d'obtenir de la reconnaissance au niveau national et international en utilisant les outils internationaux. Donc, cette dynamique peut être prise dans les deux sens. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Un petit comment. El concepto de ICC. Et le concept de l'ICCA est très nouveau. Et en passant, tu avais raison. C'est un concept qui... Il y a Jorge Nahuel qui pourrait peut-être parler plus à propos de ce concept. C'est un concept qui a été créé, qui émane lors des débats internationaux, qui est même questionné depuis le point de vue autochtone, parce qu'il y a ces territoires de conservation autochtone, n'est-ce pas, une autre perspective. Mais souvent, les zones sont utilisées comme des instruments pour se protéger des menaces. Il y a eu l'étude d'impact sur les droits de la personne que j'ai étudiée. C'était par rapport à un développement minier contre le peuple Anika. Les Anika ne connaissaient pas les ICA. Ils connaissaient bien sûr la conservation. Ils ont demandé au gouvernement d'être déclarés comme un ICA à cause de la menace minière. Voyez-vous, il y a ce mouvement de va-et-vient. La menace n'est pas coutumière. La conservation est coutumière, mais pas la menace. Ce sont des nouvelles façons, des nouvelles menaces. Donc, on a besoin de nouveaux outils contre ces menaces. Les ICA, donc, deviennent des outils de protection pour les communautés autochtones. Jorge. Jorge, j'aimerais émettre un commentaire. Un des plus grands progrès que l'on a accompli, un des gains importants relativement aux droits territoriaux et d'autonomie gouvernementale, ce qu'ont tenu les Autochtones sur certains espaces qui ont été déclarés des zones protégées, aires protégées. Il y a eu beaucoup de violence à l'époque, beaucoup d'intolérance même, parce que c'était des aires déclarées pour la conservation, mais ça avait été déclaré sans le consentement des peuples autochtones. Il y a quelques décennies de cela, n'est-ce pas? Mais au sein de la politique de l'UQAM, dans le congrès de Barcelone, c'était en 2008 que ça s'est tenu, à peu près 8 ans, n'est-ce pas? Il y a eu très peu de progrès après cette déclaration politique. Dans les faits, il y a eu très peu de choses accomplies. Donc, il y a eu toute cette politique de conservation qui est jolie, mais elle est endettée puisqu'on ne peut pas appliquer, elle n'est pas appliquée en tout cas. Alors, les aires de conservation sont devenues des TICAS, des territoires autochtones de conservation autochtone, ce qui leur a donné une nouvelle dimension, puisque cela a été relié, en fait, l'UICN a assumé pleinement les thèmes de la Déclaration universelle des peuples autochtones, qui reconnaît
nouvellement ce nouvel espace juridique qui a été installé pour l'application des droits autochtones. Les Nations unies, ils viennent d'approuver la Déclaration universelle en 2007. En 2008, ils ont tenu leur congrès où ils ont entièrement assumé les termes de l'entente. Il n'y a plus d'excuses pour commencer à respecter et à appliquer les résultats de ces conventions. Mais il y a beaucoup de discussions au niveau national avec différents organismes de conservation. Et nous avons eu beaucoup de discussions avec les autorités des parcs nationaux pour faire en sorte que ces déclarations politiques soient mises en œuvre dans la réalité. Alors, on a beaucoup discuté de ces thèmes. Nous croyons que même les territoires de conservation, les territoires autochtones, de conservation en tant que catégorie, ça va bien plus au-delà que ces zones qui se retrouvent dans les parcs nationaux, parce que toute action volontaire, libre, assumée librement par les Autochtones, s'ils décident de créer par exemple un territoire TICA, eh bien cela leur donne une couverture qui est ensuite influencée par cette politique. Et donc c'est un élément intéressant pour les aires menacées par les mégamines ou l'industrie pétrolière, parce que ça leur donne un bouclier, une couverture, une aire protégée intéressante, donc une sorte de réserve. Cela devrait bien sûr être un jalon pour d'autres groupes qui devraient appuyer ce genre d'initiative. Relativement au travail que font les camarades, ce que je dirais simplement, c'est que nous sommes en train de faire en Argentine actuellement une déclaration de site sacré relativement au volcan Danin, très symbolique, volcan sacré entre le Chili et l'Argentine. Et c'est le parc national Lanín qui porte le nom du volcan Lanín dont il est question. Encore une fois, la déclaration des aires protégées n'inclut pas la reconnaissance des sites sacrés. Sans l'administration de l'espace par les Autochtones, sans le contrôle politique et culturel des peuples autochtones sur ces sites sacrés, il n'y a plus rien qui va. Ça devient un élément inerte qui n'a plus sa dynamique culturelle même. Tous les sites sacrés doivent être reconnus, mais cela doit être sous le contrôle des peuples autochtones. Ces sites sacrés ne sont pas des espaces muséaux, ne sont pas des espaces inertes. Ce sont des endroits sacrés qui recèlent d'une énergie sacrée. Et c'est pour ça qu'on a dit que ces sites sont secrets. Toute cette énergie doit servir au développement de cet espace comme site protégé. Mais les Autochtones doivent pouvoir contrôler ces sites, ils doivent pouvoir veiller à la protection de ces sites. Un élément important qui a été mentionné comme objectif, c'est le cadre juridique. Nous avons une loi qui est vieille. Ça fait des décennies qu'ont été promulguées ces lois. C'est obsolète, c'est désuet. Il est temps de transformer toutes ces vieilleries. Le moment est arrivé de combler le fossé qu'il y a entre les grandes reconnaissances que nous avons obtenues au niveau international et les politiques de répression qu'il existe encore au niveau local, telles que promulguées par la législation, la loi nationale et l'organisme de conservation nationale qui n'a pas pu se mettre à jour malgré nos progrès. Au niveau politique, cela doit changer. Alors, on doit passer de la déclaration à l'acte. On est arrivé au moment de passer à l'acte. La gouvernance est un concept que le monde de la conservation a inventé. Mais pour nous, il y a une traduction très simple. C'est l'autodétermination de notre peuple, l'autonomie gouvernementale pour nos peuples. Ils ont inventé leur concept. Ils l'ont inventé, qu'ils l'appliquent. Une fois pour toutes. Justin. C'était formidable. C'était bien d'entendre ces paroles, mais ce n'est pas représentant, vu que c'est exceptionnel. On entend des façons dont les cris utilisent ces étapes pour aller atteindre leur but. C'est plutôt l'exception. Ce n'est pas ce qui arrive en général. Et je vois votre proposition afin pour identifier les chevauchements entre ces zones protégées qui chevauchent sur les terres des gens et de proposer des mécanismes. Et un des mécanismes dont elle a parlé dans son rapport est
le mécanisme à Whakatane et je me demande, en écoutant, on ne l'a pas discuté, je me demande si le sécateur pourrait y jouer un rôle. Le mécanisme existe depuis 5 ans et on a juste utilisé 3 fois. Il y a 160 000 de ces zones. Il y en a 80 000 où il pourrait avoir un genre de conflit ou une exclusion totale des gens. Et je pose une question de où CICADA peut jouer un rôle dans le soutien de ce genre de mécanisme, si c'est de rassembler les Premières Nations et des chercheurs. C'est une pensée ici aussi. Contrairement à ton exemple avec les cris dans l'Afrique centrale, il y a des aires protégées qui chevauchent des terres minières ou pour les forestières aussi. C'est une autre façon d'appropriation. Donc, il y a un concept de conservation qu'on a été enseigné depuis qu'on est jeune et ils nous apprennent que c'est une bonne chose. C'est comme toute zone protégée, c'est une bonne chose, mais c'est la conservation n'est pas le soin. Prendre soin des effets, c'est plutôt l'appropriation. Il faut vraiment le repenser. Il faut se retirer de ce jargon et le voir comme un système de contrôle. Et les communautés doivent le prendre en charge au lieu d'une institution quelconque. Je vais juste arriver avec quelques réponses rapides et on pourrait y revenir plus tard. Si cette motion pour la conférence la semaine prochaine serait adoptée, elle ouvrirait une certaine ressource politique pour beaucoup de groupes autochtones qui s'est vu avec un parc non voulu ou un aire protégée non voulu. Les groupes autochtones pourraient le déclarer comme un ICCA et d'attirer le soutien international pour le principe qui doit être conservé sur leur terme. Deux choses. Il y a la motion qui sont contentieux ne seront pas adoptés ici. Et l'ICCA est excellent, mais c'est problématique. Je les soutiens. Mais encore une fois, c'est un recadrement de ce que les gens ont fait depuis longtemps. Dans une langue de zone conservée. Donc, pour dire, c'est très pratique, mais c'est un outil qui peut rebondir aussi, qui peut nous jouer des tours. Donc, de trouver de la terminologie de conservation pour recadrer ce que les gens font, s'ils le font parce que c'est comme ça qu'ils le font. Donc, il y a des problèmes. C'est pas... on devrait le faire, mais on ne devrait pas le faire. Que les CCA, ce n'est pas la façon indigène de s'occuper des terres. José pourrait en parler. Il y a les chefs d'ADAX. Même comme un observateur moins éclairé, je vois un dialogue actif autour des zones conservées par les peuples indigènes. Et ça peut revenir à un territoire autogouverné où les gens s'occupent de la terre. Ça peut être aussi large que ça. Mais l'enjeu, c'est pourquoi ne pas soutenir le gouvernement indigène avec la conservation comme valeur ajoutée au lieu de centrer tout sur la conservation, parce que les droits retournent vers l'équité et la reconnaissance du territoire. On parle du paysage. Oui, c'est pratique de l'utiliser, mais je vous avertis qu'il faudrait avancer au lieu de reculer. Je ne pense pas qu'on devrait le remplacer. Ce n'est pas au lieu de. C'est une stratégie où on le prend d'une perspective de la conservation des droits humains. Ça dépend de votre direction pour renforcer le carcan de flèches, de carquois de flèches qui est disponible aux peuples indigènes. Donc, je pourrais être un des carquois pour les soutenir. Et vous êtes au courant qu'il y a beaucoup de nos partenaires CICADA qui pourront utiliser un mécanisme processus Whakatane dans le territoire. C'est quelque chose qu'il faut considérer. Comment est-ce qu'on l'active?
usar el mecanismo Wakatani me parece una buena idea, solo que creo que Il me semble que ce soit une bonne idée par rapport à ce mécanisme Guacanini. Oui, il n'y a pas de traduction? Oui? Je vais le dire en anglais ou pas? Répétez simplement. Répétez. ok, pienso que Je pense que, comme Colin l'a dit, l'utilisation du mécanisme Guacatani, c'est une bonne idée, possiblement. Toi en particulier, tu as beaucoup plus d'expérience, et donc si ça a été un outil qui a réussi ou non, c'est toi qui le sais. Il faudrait maintenir ce lien, peut-être, pour apprendre davantage du mécanisme et pour savoir si ça a servi ou pas, si ça a été utile ou pas. C'est important. Deuxième point, je suis d'accord avec la notion selon laquelle la conservation en soi, c'est peut-être pas quelque chose de bon. Rapa Nui, c'est un cas très intéressant parce que cela a demandé beaucoup d'appui international de grandes fondations, le gouvernement du Chili, le gouvernement des États-Unis. Cependant, pour les Rapa Nui, ils disent, eh bien, nous avons vécu ici, on a toujours fait la conservation de cette mer. Et là, ils viennent quoi? À s'approprier de notre mer? On ne pourra plus utiliser la mer. Voilà un exemple d'une appropriation, du vol de quelque chose qui était toujours à eux. Un autre commentaire. Est-ce que c'est bon ou non, ce concept de l'ICA ou du TICA, comme Jorge l'avait dit? Les peuples autochtones doivent eux-mêmes définir cela. Ils doivent décider si ce frame, si ce cadre est utile ou non pour eux. Apparemment, la gouvernance sur les terres et les territoires ne convainc pas les États et ne donne pas une base assez forte pour pouvoir résister contre les intérêts extérieurs, comme par exemple les minières. Alors, il faut savoir qu'est-ce qui peut marcher pour les peuples autochtones. Le consortium ICA ou maintenant TICA a une quantité d'Autochtones assez importante qui pensent que c'est pertinent, mais la discussion doit toujours avoir lieu. Je le reconnais. Je voulais clarifier que Cicada est devenu un partenaire au consortium de l'ICCA depuis notre dernière réunion en octobre. C'est arrivé en novembre. On a eu une réunion et depuis ce temps-là, c'est confirmé. Ça ouvre les canaux ou les voies pour avoir une contribution plus directe à la solution ICCA. Oui, c'est un réseau très vibrant, très vivant. Depuis qu'on est membre, il y a 20 courriels à tous les jours qui viennent des groupes indigènes partout dans le pays. C'est vraiment un point de chute pour les nouvelles qui arrivent sur le plan global, mondial. Donc, Hector. Je voulais juste dire simplement, je pensais qu'il y a plusieurs chemins, des chemins différents relativement aux aires protégées, les aires de conservation. Je pense que c'est très important tout ça, parce que notre peuple, notre réserve, notre resguardo, nous avons une campagne « Sème un arbre pour la réserve ». On voulait en semer 30 000 et on a 10 000 quelques arbres déjà qui ont été plantés. Alors, plante un arbre pour l'avenir de la réserve. C'est un programme qui n'est pas appuyé. Ce n'est qu'un effort communautaire. Ce serait bon de pouvoir compter sur de l'aide en ce sens. Je pense qu'il y a des aires où ces aires vont être protégées de toute façon parce que ce sont des aires spirituelles, des zones spirituelles. Et maintenant, il y a le droit des Autochtones, mais d'autres êtres aussi, des animaux, les esprits qui ont une relation avec la vie communautaire. Pour la Colombie, il y a une relation plus complexe. Nous qui vivons dans notre communauté, nous faisons face à des chevauchements. Alors, il y a des éléments institutionnels, la politique, le gouvernement, tout ça est lié aux zones protégées, aux parcs naturels. Au final, dans la législation, lorsqu'on parle d'outils
politique, ces outils, ces cadres, ni l'autorité autochtone, ni la présence autochtone, ni les revendications autochtones. Alors, il faudrait faire des recherches en ce sens. J'imaginais une possibilité qu'il puisse exister un mécanisme à partir des outils qu'il y a déjà. La Déclaration des Nations unies, par exemple. Le respect de l'autonomie gouvernementale, par exemple, qui pourrait être permis juridiquement, législativement pour ces aires. En fait, qu'on prenne en compte juridiquement de la décision des peuples autochtones, des communautés autochtones, relativement aux aires protégées, aux aires de protection, de conservation, à ces zones protégées qui appartiennent aux premiers peuples. Merci. Okay, I thought you. Go. Yeah. Actello. Juste un commentaire sur les ICCA. Je me rappelle qu'on a eu ces discussions sur les ICCA, le contexte du Kenya. Et je le dis parce que l'ICCA et la façon que ça s'est présenté comme le pouvoir de marchander des peuples autochtones pour s'occuper de leur terre. En Kenya, nous avons des associations forestières communautaires où le gouvernement permet aux communautés locales d'accéder à la forêt et d'obtenir des plantes médicinales. Des fois, il leur permet de faire un peu de culture aussi dans la forêt. Mais en même temps, les communautés autochtones indigènes qui ont été, dans la plupart des cas, évincés de ces zones, et maintenant, ils font leurs revendications. Maintenant, ils ne sont pas permis. Donc, d'une façon, le gouvernement le présente comme un ICCA. Mais en fait, c'est une façon de déposséder ces communautés sur ces terres et qui ont des revendications sur les mêmes terres. Donc, je pense que ça prendrait plus de discussions pour voir où on définit les limites entre des zones où il y a seulement des droits d'accès et la discussion où ça devrait être vu comme des ICCA et des zones où les communautés ont besoin d'une propriétaire et des droits de propriété et de gestion. C'est juste un commentaire parce que je vois que ça arrive dans beaucoup d'autres places, mais quand c'est discuté sur la plateforme des ICCA, ça ne se ressort pas. C'est mon commentaire. On est vraiment en arrière dans l'horaire. C'est une excellente discussion. Merci. On prend du retard encore. Je suggère. On va vraiment remettre notre pause plus tard, mais ce serait logique de passer par l'axe numéro 6 avant de passer à la pause. Brian Tom Brian Tom de l'Université de Victoria, Sébastien Coquel de l'Université Concordia
sont les co-animateurs de cet axe. Il y avait un troisième qui était moins actif. On aimerait peut-être recruter un troisième directeur ou facilitateur d'axe. Merci. On aimerait reconnaître que nous sommes ici, sur le territoire du Huron-Wendat. C'est un honneur de tenir ces discussions importantes et ce partage à travers les continents, les expertises, les expériences sur beaucoup de thématiques communes. Sébastien et moi, nous sommes reconnaissants d'être ici, de parler de notre thématique différente, mais une qui ressemble ou qui donne beaucoup de terrain commun pour les axes que nous avons discutés à date. C'est la cartographie indigène. Et nous avons une discussion pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment une présentation, mais quelques réflexions et des commentaires qui se concentrent plutôt sur la construction de la prochaine étape de la grande application, des places où on pourrait être assez stratégique dans notre façon de travailler ensemble et de mobiliser notre expertise collective. Nous avons cette discussion. Ce qu'on aimerait faire à la fin, c'est qu'on a un petit sondage, un formulaire qu'on aimerait vous envoyer. On a un petit formulaire en ligne avec 6 questions. Ça pourrait informer la prochaine étape de l'application pour être plus précis concernant les besoins, les désirs de tout le monde dans la salle. Donc, j'espère encore à la fin de la rencontre que chaque membre de Cicada pourrait remplir les 6 questions. Vous pourrez le faire en français, en anglais et en espagnol. Donc, cela étant dit, Sébastien? Merci, Brian. La première chose qu'il faut mentionner, c'est que le titre de cet axe a changé légèrement. On est passé de Community Mapping and Landscape Modeling à Indigenous Mapping. La notion de Landscape Modeling ne semblait pas vraiment convenir ni à l'expertise de Brian, ni à la mienne, ni aux besoins qui se sont exprimés depuis quelques jours, mais même depuis plusieurs années au sein de ce groupe. Donc, on a décidé de tomber pour se concentrer plus sur le concept d'Indigenous Mapping, qui nous semble mieux approprié pour caractériser la diversité des exemples, des pratiques qui existent et, encore une fois, qui ont été révélés quasiment à chaque présentation. Il y avait des cartes et des méthodologies derrière ces cartes et des objectifs associés à ces productions cartographiques. Donc ça, c'est la première chose. Les objectifs de cet axe, je pense qu'on peut les synthétiser en trois points. Premièrement, identifier les besoins en termes de production cartographique. Qui a besoin de faire quoi, pourquoi, dans quel contexte? Il y a une grande diversité de besoins et il nous semble important, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons développé cette petite enquête, d'identifier clairement quels sont les besoins des membres de Cicada. Un deuxième objectif, c'est à partir de ces besoins d'identifier les blocages en termes de cartographie. Que ce soit des blocages méthodologiques, comment collecter un certain nombre d'informations, comment transformer des récits en lieux, par exemple. Que ce soit des blocages technologiques, quel outil puis-je utiliser pour faire en sorte que mes données puissent être valorisées et être représentées de la manière qui me semble la mieux appropriée. Ce matin, j'avais une petite discussion avec Tora qui me disait qu'elle avait toute une base de données, mais qu'elle ne savait pas vraiment comment faire pour la cartographie, qu'il y avait un besoin, qu'il y avait une volonté, mais il manquait un petit quelque chose pour faire avancer. Nous, on pense que Cicada, c'est un endroit où ça pourrait arriver. Donc, mettre en place, identifier ces blocages et puis aussi identifier les solutions.
Pour identifier les solutions, il faut identifier les expertises, c'est-à-dire qui a fait quoi, comment, pourquoi, quelle communauté a travaillé sur tel projet, comment ils ont géré ce problème. Et donc l'idée, en identifiant ces 3 types d'éléments, c'est d'essayer de faire en sorte de produire une plateforme, une structure qui permette de faire avancer les projets. Donc on pourrait très bien envisager, par exemple avec Torah ou avec n'importe qui, on a ce problème, on a identifié un expert, on se rencontre pendant 2 jours, 3 jours, et l'objectif, c'est pas de discuter de nos projets, l'objectif, c'est de faire avancer ce projet-là en fonction des objectifs clairement définis. Donc ça, c'est les objectifs relativement pratiques. On verra qu'il y a des dimensions un peu plus théoriques derrière, mais peut-être qu'on va continuer, et puis je vais laisser la parole à Brian pour identifier, pour présenter les différents types de cartographie et de projets qui font partie de cet axe. Merci, Sébastien. Alors, dans l'esprit du travail de Colin et ses diagrammes de veine, j'ai pensé à comment la cartographie des peuples autochtones touche aux autres thématiques et aux autres axes. Et j'ai un nombre de diapos que j'ai mis, que je vais vous présenter, les différentes sortes de cartographie de projets qu'on a vu ici dans le CECADA dans les dernières années, présenter leur propre expérience et notre travail avec les communautés autochtones et différentes priorités pour cette cartographie, comment ces cartes sont utilisées par les communautés pour rencontrer ces objectifs. Et peut-être brièvement parler des 5 thématiques qu'on a couvertes. On parle de projets de vie et on entend parler de ce besoin dans les projets de vie de communiquer et avoir un dialogue avec le monde extérieur et pas de ce que sont ces projets de vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont et ce que les projets sont dans ces territoires. Et vraiment, cartographier, c'est une carte, c'est définitivement importante pour cette communication. C'est une plateforme très évidente à travers laquelle on peut baser notre communication et comment on peut établir des cartes pour avoir ce dialogue interculturel, pour réaliser ce genre de récit très profond associé à un endroit. L'orientation ontologique au niveau des ancêtres et ces choses peuvent être mentionnées dans les cartes des sites sacrés, des noms archéologiques et garder les récits très profonds dans un endroit et permettre ce dialogue interculturel. Et on peut penser à questions de propriété, de questions foncières. On a parlé de ça ce matin. Et certainement, les cartes, c'est une arme pour se battre contre le gouvernement. Il y a des cartes à travers. On peut décrire les terres des Premières Nations, des Autochtones et territoires d'utilisation et comment ils occupent le territoire, mais c'est aussi ce projet d'utiliser des cartes pour affirmer une présence territoriale avec l'État et ça a des implications avec les communautés. On sait que la carte, c'est un outil très important, un outil potentiellement dangereux pour créer des frontières et c'est un outil, si on utilise ça de la mauvaise façon, peut miner l'expression complexe de ces projets de vie et je pense qu'on veut définitivement, à travers ces CECADA et à travers nos projets, on veut veiller à ce qu'on puisse composer avec les complexités là-dessus, surtout un outil de défense territoriale. Ils ont été utilisés très largement en termes de la politique d'extraction de ressources. Je réfléchis depuis ce matin à comment les cartes sont importantes et utiles pour exposer et porter attention au genre de faits transformatifs sur le territoire que ces choses-là ont. Je pense ce terme qu'une carte, c'est comme une vision
du ciel, comme on peut voir du ciel, et les analyses satellites que les communautés utilisent pour utiliser les données satellites qui donnent une bonne représentation du territoire à travers le temps pour montrer les effets de l'extraction des ressources sur le territoire et utiliser ces cartes de manière très stratégique en partenariat avec les communautés peut raconter leur histoire. On parle de questions autour de souveraineté alimentaire et les communautés utilisent les cartes dans leur processus de planification, l'utilisation du territoire et articuler leur vision stratégique face à l'avenir pour ces territoires à travers ce processus de planification, l'utilisation du territoire et les gouvernements qui sont impliqués dans la gestion de leurs ressources pour leur communauté et technologies comme le GPS pour aider à la gestion de cette nourriture locale. Alors, on a vu ces histoires de parcs et d'aires protégés, coopératifs et gestion collaborative et co-gestion et processus décisionnel conjoint. Et c'est une carte, c'est un endroit à travers lesquels on porte l'attention sur certaines aires spécifiques et il y a plein de questions sur combien d'informations peut être partagées, à quel point on permet à l'État et les OGN, les organismes gouvernementaux de connaître ces environnements et ces terres et surtout dans les territoires et les cartographies d'extraction de ressources. Ça peut être utilisé pour résister aux efforts du gouvernement pour déplacer ou évincer les gens de leur territoire. Alors, on voit que les cartes sont rattachées d'une façon ou d'une autre à toutes ces thématiques et pour la suite des choses dans l'application pour nos subventions, de continuer avec cet axe et de faire en sorte que ces liens soient explicites et bien compris. Alors, je veux juste passer quelques minutes pour regarder ces différents projets et ces 7 diapos viennent de refléter sur ce qu'on entend dans les dernières années que les communautés font et la gestion du territoire et la cartographie de l'occupation du territoire, c'est une tradition canadienne de communautés autochtones qui crée un recensement des membres de la communauté sur les endroits qu'ils ont utilisés pour la chasse, la pêche, les lignes de trappe, sur comment affirmer leurs droits, leur territoire et ressources dans un contexte canadien. C'est devenu une industrie au Canada. Il y a des compagnies, des consultants qu'on peut engager pour faire ça. Je pense qu'il y a un dialogue très critique autour de ça et on met l'accent beaucoup dans le contexte de l'appareil juridique que la carte est en conversation dans ce processus. Alors, c'est une tradition importante et on investit beaucoup là-dedans et je pense que la méthodologie, nouvelle méthodologie comme survoler le territoire où il y a de la belle imagerie, utiliser ça pour générer une conversation autour du territoire. Ça peut être novateur, mais aussi il y a des dangers sur ce qui est cartographié et ce qui ne l'est pas et qu'est-ce qui est partagé, etc. Et je pense qu'on a vu de bons exemples hier sur une cartographie et des noms d'endroits et à travers des projets vidéo, le genre de cartes qui ont des récits rattachés avec des vidéos et des vidéoclips que l'on peut et de l'audio où on peut explorer l'histoire de certains endroits et on a une bonne discussion hier sur la complexité de tout ça et je pense que c'est une conversation qui a une certaine urgence au niveau du langage de la revitalisation, la documentation et la résurgence de ça. Alors, le processus de cartographier le territoire, les frontières et la question foncière et avoir une ligne qui délimite le territoire d'une certaine communauté, quelle qu'elle soit. Et ça peut être du travail très puissant. On soumet ça dans une négociation de réclamation territoriale au Canada. C'est la
carte sur laquelle on se repose et on devrait avoir le potentiel d'avoir des impacts et s'il y a des complications avec les communautés. Alors, quand on pense aux ancêtres et les projets de vie un petit peu plus, Kathleen et moi, on a particulièrement dans le territoire comment les cartes archéologiques sont très importantes dans le dialogue autour de comment les ancêtres commencent, on continue d'être rencontrés et comment on peut déranger leur repos dans certains endroits où un développement a lieu et les communautés autochtones sont vraiment impliquées en Colombie-Britannique, à tout le moins dans la production de cartes archéologiques et le contrôle et circulation d'informations autour de ça, et surtout la modélisation d'où les sites archéologiques peuvent se trouver, possiblement. Et je pense que faire ce genre de cartographie, c'est un élément important du dialogue. Et la cartographie aussi de l'histoire ethno-historique, les cartes qui ont été laissées derrière par la colonisation, les colonisateurs et l'époque où les terres on s'accaparait des terres et les gens étaient déplacés. Et, cette connexion les communautés contemporaines n'ont peut-être pas, et ça pourrait être assez puissant dans le contexte de restitution, restauration des droits sur le territoire. Alors, je pense qu'il y a des processus techniques, c'est pas juste un exercice d'archives. Géolocaliser ça sur le territoire aujourd'hui et mettre de la vie et donner vie à ces cartes, c'est des questions et c'est la vision à distance où on utilise les données satellites pour regarder l'accaparement des territoires autochtones et on analyse les territoires, on analyse les données pour regarder la déforestation sur les terrains privés dans certains territoires et s'accaparer des territoires à Altamidum et les espaces sacrés. C'est une façon très puissante de voir le territoire et de monter un argument contre ces choses. Alors, la planification de l'utilisation du territoire, la cartographie de ça, Fort Nelson, en nord-est de la Colombie-Britannique, et cartographie la vision de ce qu'ils veulent voir sur leur territoire à l'avenir et ils synthétisent et ils mettent de l'avant de l'information qu'on a mentionnée pour pouvoir articuler cette vision, de résumer ces attachements au territoire et créer des zones et articuler cette planification et ce cadre de planification, surtout souvent en partenariat avec les organismes non gouvernementaux, les ONG et les gouvernements, et regarder ces maps de zonage, ces cartes de zonage qui ont vraiment une résonance parallèle avec le genre de cartes que les gouvernements locaux, fédéraux, provinciaux utilisent dans la gestion du territoire et ils sont devenus un outil très puissant pour donner forme à la vision de l'avenir au niveau du territoire et les cartes éducationnelles et les cartes qui vraiment, pas juste un moment intergénérationnel, l'éducation intergénérationnelle entre les aînés et les jeunes qui sont impliqués dans l'effort cartographique, mais aussi la décolonisation du territoire pour que tous les gens qui habitent dans ces territoires apprennent quelque chose sur les terres. Et en réponse à la Commission de vérité et réconciliation et leurs idées, tous les Canadiens, par exemple, dans notre cas, doivent savoir où ils habitent et sur quel territoire on habite et connaître l'endroit. Et ce qu'on retrouve dans ces cartes éducationnelles, c'est différent que ce qu'on verrait dans une carte d'utilisation du territoire qu'on utilise dans une négociation, par exemple. C'est différent et c'est très stratégique. Et finalement, on a parlé du fait qu'on n'appellera même pas ça des
cartes, mais des expressions d'espace non occidentaux. Alors, c'est pas juste nous qui travaillons là-dessus. Ça, c'est un exemple qui est partagé avec moi par Howard et Francis Murphy sur une série de peintures qui ont été faites en Australie, dans East Arnhem, qui ont été utilisées dans un cas autour d'un titre, le Blue Bodmé et ses peintures qui sont reliées à la famille, les ancêtres, le territoire, les connexions et de façon à ce que c'est facile de relier ça à une carte, mais ils sont vraiment racontés à travers l'art lui-même et être attentif, je pense, et explorer d'autres façons de comprendre cette connaissance de l'espace. C'est important, c'est un des éléments que l'on peut faire, sur lesquels on peut travailler. Alors, ce que j'ai à dire ici, c'est un petit peu sur les ressources qui sont certainement autour de la table et on aimerait en discuter avec vous à l'Université de Victoria. En 2010, notre laboratoire de cartographie ethnographique. Je vous encourage à aller voir le site web et de voir le genre de projets avec lesquels les ressources que l'on a, le matériel de formation de bibliographie, des cartes, les liens à nos projets avec le territoire et d'autres communautés et des vidéos YouTube qu'on a fait sur les sessions de formation. Si vous voulez voir ça, et Sébastien est associé avec un centre à Carleton, on va en parler. Un endroit où ils font beaucoup de travail avec les communautés, les Premières Nations et travailler avec différentes communautés. Et on veut juste dire qu'il y a eu un nombre d'ateliers déjà, incluant un qui s'en vient une série de quatrième de série d'ateliers et un ancien étudiant de Sébastien, un ancien finissant. Vous pouvez aller voir indigenousmaps.com et vous inscrire. Et c'est pour surtout les membres des communautés autochtones et leurs partenaires de recherche qui vont vouloir réseauter et communiquer autour de ces processus de cartographie. ESI et Google et des partenaires là-dessus sur l'atelier cette année. Il y aura des gens de ces deux compagnies qui vont nous aider avec la formation et c'est un moment très important pour avoir un dialogue sur le fonctionnement et comment ça fonctionne et s'impliquer dans ces projets. Rapidement, juste pour conclure, il nous semble qu'il y a deux questions peut-être qui pourraient être approfondies dans le cadre de cet axe. La première question concerne l'impact des projets cartographiques sur les communautés autochtones. Ces projets cartographiques ne sont pas sans impact. Il y a des luttes de pouvoir, il y a des choix qui sont faits, il y a des décisions qui sont prises. Il nous semble important que cette dimension soit prise en compte au sein de cet axe aussi. Le deuxième point qui nous semble important, c'est l'idée, pour revenir un petit peu à la dernière diapo que présentait Brian, l'idée de supporter l'émergence de formes d'expression spatiale alternatives qui soient susceptibles de représenter au mieux les multiples relations qu'entretiennent les individus et les communautés à l'espace. Comment faire en sorte pour permettre de développer des formes d'expression alternatives qui sortent des représentations conventionnelles euclidiennes qui sont fortement connotées et associées à un outil de contrôle et d'appropriation spatiale. Donc, comment supporter ça? Pour synthétiser, et puis là, on peut en discuter longtemps, il y a différentes choses qui se passent, mais pour synthétiser, je vais terminer par une petite anecdote personnelle. Je pense que ça va vous intéresser de savoir qu'au printemps dernier, je me suis fait piquer par une tique. Et là, il n'y a rien de grave, hein, c'est juste, je me suis fait juste piquer par une tique. Puis au lieu d'aller voir sur Internet les conséquences de la maladie de Lyme, en fait, je suis retourné voir ce que dit Gilles Deleuze sur la tique. Parce que je me souvenais que dans son abécédaire, il parlait de la tique, mais je ne me souvenais plus exactement ce qu'il disait. Et puis l'abécédaire, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est le Deleuze pour les nuls, c'est magnifique.
Et donc, j'ai commencé à regarder, écouter là, ce qu'il disait sur la tique. C'était super intéressant. Il parlait des animaux. Et puis, il parle de l'écriture. Et puis, il nous dit, on écrit tout d'abord parce qu'on a quelque chose à dire. Et puis, on écrit pour. Et il utilise le mot pour à 2 niveaux. Il dit, on écrit pour un public. Et quand on pense à la cartographie comme un mode d'écriture spatiale, on peut penser qu'on doit adapter notre message cartographique à notre public. Si on parle à un gouvernement, il faut qu'on développe des codes ou qu'on réutilise des codes cartographiques que le gouvernement va pouvoir comprendre, qui vont pouvoir faire avancer un projet. Mais il nous dit aussi qu'on écrit pour dans le sens de à la place de. On écrit pour quelqu'un. Et il utilise l'exemple de Faulkner qui parle pour des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer dans le Sounds and Fury. Et donc, pour pouvoir parler à la place d'eux, il faut développer un langage spécifique, un langage qui permette de parler pour ces personnes-là. Et il me semble qu'il y a aussi une nécessité, en termes de cartographie autochtone, de développer un langage spécifique, un langage qui parle pour les communautés, qui soit développé par les communautés et qui permette d'exprimer des relations spatiales uniques, spécifiques à ces communautés et aux territoires représentés. Donc voilà, c'est un peu les 2 axes qui me semblent importants de mettre en évidence ici. Pour terminer, on espère que la prochaine phase de CECADA sera un endroit pour faciliter le travail et on a hâte de vous entendre là-dessus. Quels sont vos besoins et comment on peut budgéter pour ça et de créer les synergies. On veut aussi, Sébastien et moi, on se dit que si ça vous intéresse et si vous le voulez bien, il y a des gens qui voudraient contribuer à un volume, un tome édité où on reflète tous sur les cartographies auxquelles on a participé et célébrer et partager les expériences qu'on a eues, mais aussi de réfléchir au contexte de ces cartes qui mobilisent les voix. Et je pense que ce serait une bonne étude de cas. Il y a des livres là-dessus, mais pas des tomes édités qui donnent un éventail d'exemples. Je pense que ça serait une bonne contribution à la littérature et je pense que c'est une vraie possibilité. Alors finalement, s'il vous plaît, remplissez notre sondage. Ça, c'est pour vous. Et on ne fait pas de la recherche sur vous et on veut juste savoir si quand on va aller de l'avant, comment est-ce qu'on peut mieux mettre l'accent sur notre travail. 6 questions et ici, en termes de l'URL, si c'est des grandes lettres ou des petites lettres, C, D et J dans le URL, H, M et E, c'est des lettres minuscules. Ça va vous prendre 3 minutes pour remplir ce sondage, à moins que vous ayez perdu le formulaire à la fin, mais pour la plupart, ça sera assez rapide et on appréciera beaucoup les résultats pour qu'on puisse formuler la prochaine étape de la demande de subvention. Et je pense qu'il y a quelque chose de spécial pour la version espagnole. On est en train de créer la version espagnole. C'est pas tout à fait terminé encore. J'ai utilisé Google Translate, mais on est en train de corriger ça. On a un bénévole qui va s'en occuper. Il a accès à Google Docs. Il va pouvoir corriger la version espagnole. Si tout le monde peut remplir le sondage immédiatement ou cet après-midi. Probablement, on veut ça avant le 5 septembre, là où on va avoir les prochains documents. Faites-le avant de prendre l'avion pendant que c'est encore frais à votre esprit. Et si cette URL peut être circulée par l'équipe, envoyez ça au groupe si quelqu'un est à la salle de bain ou quoi que ce soit. OK? Merci. Il nous reste 2 minutes et 12 secondes. Et on va peut-être prendre un peu plus de temps. Merci beaucoup. Je pense que c'est très intéressant et je voudrais savoir, je pense que vous avez utilisé Google Maps et à partir de ce qu'on voit, nous, je pense qu'on serait intéressé à une plateforme qui regarde ça à long terme. Et Google pourrait
au cas où Google ferme dans les prochaines années. Et on a beaucoup de données, les communautés qui voudraient utiliser ça. Alors, est-ce qu'on s'est occupé de ça? Et l'autre point, c'est de regarder aussi probablement les applications que vous utilisez. Comment est-ce qu'ils sont, à quel point ils sont faciles à utiliser pour les gens sur le terrain? J'ai pas de l'expérience là-dedans, mais est-ce que c'est possible, par exemple, que quelqu'un prenne une photo et ensuite parce que c'est des choses très simples, mais des choses pratiques. Alors, si vous me permettez, il y a toujours des décisions stratégiques à faire à partir de différentes communautés. Alors, prendre des décisions sur utiliser un Google et c'est écrit dans un langage qui est un langage normalisé, ouvert. C'est pas une langue propriétaire, c'est une langue source ouverte et c'est de l'information qui est même sur votre disque dur. Et je travaille souvent avec KML. C'est une norme qui a une longévité et une durabilité, mais il y a des bonnes décisions. Il y a des manières techniques pour avancer. Je pense qu'utiliser Google, c'est un bon choix à partir dans plusieurs bons choix. À la description qu'on avait de système PostGIS sophistiqué avec une base de données comme interface, et on peut aller d'un système très simple qui fait Google Earth qu'un enfant du secondaire peut utiliser jusqu'à un système très sophistiqué avec beaucoup de données en termes de la question de comment est-ce qu'on peut faire ça sur le terrain, même il n'y a pas de bon signal Internet, par exemple. Il y a définitivement des outils. Les gens dans la salle ici ont de l'expérience avec ça en utilisant Open Data Kit, par exemple, pour la collecte de données qui n'est pas en ligne et avec des photos et des GPS et un serveur centralisé. C'est assez simple. Dans quelques après-midi, ces méthodes peuvent être enseignées et comment est-ce qu'on peut les utiliser de manière puissante et stratégique. Peut-être que je peux ajouter quelque chose si je peux. Alors, l'idée des aires de l'axe aussi, c'est l'expertise de Brian, mais il y a d'autres dans la pièce qui composent avec ça. Comment est-ce qu'on travaille avec le fait que si Google n'existe plus demain, comment est-ce qu'on fait pour composer avec les données? Mais l'idée, c'est pas d'être expert et de répondre à toutes les questions, mais nous assurer qu'on essaye de trouver quelqu'un qui peut répondre à cette question, par exemple, qui peut répondre à nos besoins. J'allais dire que de ma perspective à moi, ma vision, les gens ne devraient pas être trop rapides de se débarrasser du papier parce que c'est des communautés crient à le nord de Wijibi et ils ont tout numérisé les cartes. Au nord de Wemindji, ils ont tout perdu. Ils n'ont pas fait leur backup comme il faut. Mais quand on parle de système électronique et sécurité de données informatiques, c'est pas étranger aux accidents. Et c'est bien sûr, on peut faire des copies et d'avoir des systèmes qui vont avoir des sauvegardes automatiques. Mais si ces sauvegardes sont en place, une fois que c'est perdu, il n'y a pas de « Oh, merde, on aurait dû faire des copies de sauvegarde. » Et ils ont des cartes sous papier, ils ont des données, alors ils ont perdu beaucoup de leur travail numérique, ils ont perdu des choses qui étaient faciles d'accès, mais ils avaient encore l'information. C'est l'information de gens qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. C'est de l'information qu'on n'a pas pu recouvrir par la suite. Et donc, je pense que quand on pense à cartographier, il y a beaucoup d'outils excitants, mais ça peut être archivé et on peut aussi perdre la copie papier. Ça peut brûler. Il y a quand même des questions de sécurité autour de copies papier, mais en termes de travail sur le terrain, collecte d'informations qu'on a besoin à l'avenir,
Vous savez, il y a beaucoup moins de formations impliquées, possiblement dépendant de ce qu'on fait en termes d'envoyer quelqu'un avec des cartes pour parler aux gens sur le terrain, pour colléger ces informations et de voir la numérisation séparément. On a beaucoup de choix à ce moment-là en termes de numérisation, mais je pense que mon conseil, c'est de travailler régulièrement avec des archives. C'est que ne laissez pas trop rapidement tomber la recherche à l'ancienne, c'est-à-dire à l'aide de feuilles de papier. Je ne suis pas sûr que ça va avec le programme. Une des choses que je vois récemment dans les cas de... En termes d'expertise et qui semble être... qui peut lancer quelqu'un dans cette arène de cartographie historique, faire la recherche et ce qui est associé à ça. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Alors, le problème, c'est de trouver l'expertise si on identifie ces besoins, peut-être qu'on veut approcher les gens qui auraient cette expertise. Je n'ai pas cette expertise. Je ne sais pas si c'est Brian là ou c'est quelqu'un d'autre là ici, mais il y a plusieurs personnes qui travaillent sur les cartes historiques. C'est assez large. Et ce serait fantastique d'avoir quelqu'un qui peut travailler là-dessus pour qu'on puisse s'ouvrir des portes. Juste pour dire qu'on a cette question au sondage, et donc ce serait très intéressant de savoir quels sont les besoins. Et donc, s'il vous plaît, cochez la boîte. Andrés et Jen. Ensuite, la pause. J'aimerais parler de quelques thèmes. Il y a un thème très important. Ils ont parlé des cartes, bien sûr, et nous avons également là-dessus pensé, réfléchi. Nous voulons vous poser une question. Le thème des formations. Nous, notre peuple, nous essayons de créer notre propre cartographie. Nous avons entamé ça l'an dernier, mais on ne peut pas tout faire pour des questions de gestion. Maintenant, je vous dis ça parce que nos ancêtres, nos grands-pères, ce sont ceux qui connaissent bien notre territoire, qui connaissent les points précis. Et cette année, l'année prochaine, lorsque Mario est arrivé, en fait, sont morts 10 aînés. Lorsque meurt un aîné, une histoire. Les jeunes ne savent pas tout. Moi, je ne connais pas même les limites de notre territoire. Les jeunes ne connaissent pas le territoire. Les anciens, oui, le connaissaient. Alors, nous travaillons très fort maintenant pour faire en sorte que ce travail de cartographie, puisse être enseigné aux nouvelles générations. Il faut savoir où terminent nos terres, où elles commencent, où elles finissent, quelles sont les limites. Ce travail doit être fait. Il nous faut enrichir nos terres ancestrales. Mes grands-pères ne sont plus là. Et même moi, je ne connais pas bien le territoire. Je ne connais presque pas la montagne. Je peux me perdre en montagne. Donc moi, je préfère que ce travail soit étendu. Et nous voulons être formés. Les jeunes et nous-mêmes, nous voulons être formés car nous pouvons faire ce travail de numérisation, bien sûr, mais nous avons besoin d'aide. Et pour vos commentaires, pour la conversation, mais j'aimerais parler de ressources. Alors, à McGill, on a KIC, un centre KIC, GIC, Geographic Information Center, centre d'information géographique dans le département de géographie. Et ça pourrait être aussi une bonne ressource pour les projets à McGill.
Alors, si vous leur communiquez des questions, vous pouvez leur écrire. Il y a un technicien qui travaille et c'est un centre qui est supposé fournir un appui au projet de recherche à McGill. Ils peuvent aussi vous connecter avec des étudiants qui cherchent du travail à contrat, qui peuvent vous aider sur différents projets. Et donc, je devrais commencer à travailler là la semaine prochaine. Alors, peut-être que je serai celle qui répond à vos questions. Et juste pour que vous sachiez quelles sont les ressources qui sont disponibles. Je vais juste répondre brièvement à Andrés et dire que je travaille sur plusieurs projets qui impliquent la formation des jeunes, incluant un projet avec lequel j'ai été impliqué en Russie, où on va dans une communauté des Autochtones dans l'Est russe. La même situation avec connaissance des jeunes et les jeunes qui veulent être impliqués dans la cartographie. On leur montre comment utiliser leur téléphone et les ordinateurs et pouvoir les exciter autour du projet et qu'ils puissent continuer le travail. Alors, je ne parle pas russe, mais on avait des interprètes et on a pu faire une formation qui a très bien fonctionné. On y retourne dans la nouvelle année. C'est possible, en fait. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? C'est le mandat de CICADA d'habiliter ce genre de choses. Je ne sais pas, est-ce que c'est possible d'envoyer des gens et des communautés et ce genre de choses? Et c'est certainement, je dirais, le mandat de CICADA, c'est ce qu'on veut en faire. Et il y a le mandat qu'il faut nous permettre d'utiliser de l'argent d'une agence ou d'une autre. Et on a pu faire beaucoup de travail en cartographie parce que même si avec l'argent du Québec, on ne peut pas faire des projets de recherche vraiment proprement dit, mais on peut faciliter la communication entre les partenaires. Alors, on a mis ça sous l'égide de communication autour de territoire de nos partenaires et on a pu faire ça, faire beaucoup de recherches sans appeler ça un projet de recherche proprement dit. Alors, on peut aller assez loin avec cette application et on devrait aussi réfléchir à qui étaient les autres donateurs potentiels pour ce genre de projet. Et je pense qu'il y a des gens spécialisés, des donateurs spécialisés où ce ne serait pas difficile d'avoir de l'argent plus facile que les conseils académiques. Alors, mais ça, on devrait inclure ça dans notre demande de subvention. Alors, il m'apparaît qu'on a des choses très intéressantes qui ont été mentionnées dans les derniers jours. Et Javier qui travaille avec cartographie de l'avenir. Il y a Geneviève qui travaille avec les cartographies à Womenji pour son travail doctoral. Il y a le travail de John avec un groupe plus large qui travaille au niveau régional et local à Womenji, Ryan et Sébastien, bien sûr, il nous manque quelques personnes et on avait au moins 3 organismes partenaires qui avaient des subventions de Instead et Cicada pour faire la cartographie communautaire et les premières étapes qui sont prises par la communauté d'Andrew qui ont du financement, par exemple, de CICADA. Alors, on veut bâtir là-dessus et je pense que la cartographie, c'est une des contributions concrètes, pratiques que l'on peut faire. Et comme vous avez dit, le nombre d'axes qui sont d'une importance conceptuelle capitale. Et je pense qu'on est à prendre une pause de 15 minutes et on reviendra et on va entendre les derniers des 7 axes et ensuite on aura une discussion sur ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant.
what I was saying earlier, is that that's the kind of stuff that I tend to feel like I'm just kind of floating on the surface of something. Yeah, and Not really explore my One of the three, they got small funding. This morning when he was sort of saying, I was just curious.